J'ai pas encore goûté ce plat et pourtant j'ai la certitude qu'il va être excellent. Le mec prend la confiance. C'est pas moi qui le dis, c'est la science et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. La science disait vrai, c'est très très bon. Grüezi, bienvenue sur Cuisine & Chill, moi c'est Jules. Aujourd'hui on va réaliser ensemble un plat que j'ai déjà fait sur cette chaîne, mais on va le faire en version sucrée dessert, un ajo blanco à la framboise, aux abricots rôtis et à l'estragon. Mais c'est surtout l'occasion de parler d'un concept dont vous avez déjà peut-être entendu parler, le food pairing. Food pairing, ça veut dire association d'aliments, ce qu'on traduirait plutôt en français par association de saveurs. Et là vous vous dites... ouais, enfin c'est de la cuisine quoi. Et vous avez raison, la cuisine c'est l'art d'associer les goûts, les saveurs et les textures ensemble pour créer un plat qui va être équilibré en sensations dans la bouche. Et le food pairing participe à cette recherche de créativité. Mais là où la cuisine a une approche disons concrète, terre à terre, le food pairing a une vision beaucoup plus scientifique. Pour comprendre comment le food pairing s'inscrit dans l'histoire et l'évolution de la cuisine, essayons de voir comment elle a toujours fonctionné. Depuis des siècles, on a mélangé des produits ensemble, on les a goûtés, avant d'évaluer ce que ça donnait et de corriger, de valider ou d'abandonner l'association de saveurs. Et ainsi de suite, avec de plus en plus de produits à mesure que l'environnement dans lequel l'homme vivait s'est agrandi. Et on s'est transmis ces recettes de mère en fils, de père en fille, de voisin en voisin, voire en les consignant dans des livres. Et c'est comme ça que nos gastronomies, régionales puis nationales, se sont construites. Sauf que le monde s'est complexifié. Complexifié parce qu'une quantité impressionnante de produits sont facilement disponibles dans les pays développés. Complexifié parce que le monde s'est globalisé. Les grandes villes accueillent de plus en plus de restaurants de cuisine du monde, ce qui expose de plus en plus de gens à des produits et des saveurs nouveaux, et ce qui a permis l'émergence de cuisine croisée, ce qu'on appelait dans les années 90 la cuisine fusion, et dont le meilleur exemple récent est la cuisine Nikkei, un mélange de cuisine japonaise et péruvienne. Et complexifié enfin parce que les restaurants continuent de rivaliser de créativité pour se démarquer, ce qui a donné par exemple au début du XXIe siècle la cuisine moléculaire. Problème, essayer toutes les combinaisons possibles avec tous les aliments comestibles, ça prendrait un temps de dingue et en plus une partie non négligeable de ce temps se ferait à perte car on tomberait forcément sur des associations de saveurs peu convaincantes. Et si un cuisinier veut tomber sur la prochaine association inédite qui va le rendre célèbre, il serait en plus obligé d'aller vers des combinaisons que son intuition l'amènerait peut-être à négliger, comme par exemple l'huître et la confiture d'orange. J'ai absolument aucune idée si ça peut fonctionner. Et c'est là où le food pairing est intéressant. Le food pairing il offre une optimisation, une accélération de ce temps de recherche et de créativité en créant une gigantesque base de données aromatiques des différents aliments comestibles, dans laquelle on n'aurait plus qu'à piocher en fonction de la proximité aromatique de chaque aliment afin de créer sa combinaison. Un peu comme dans les séries policières où ils font correspondre des empreintes génétiques comme par magie en tapant dans un ordinateur. C'est une espèce de mariage arrangé en gros. Car oui, le secret d'une association réussie en cuisine, c'est le partage par deux aliments, deux composés aromatiques identiques que le cerveau va interpréter comme une harmonie. Et plus ils sont nombreux, meilleure sera l'association. La première étape dans le food pairing, c'est de cartographier chaque aliment en laboratoire et pour ça on utilise deux techniques, la chromatographie en phase gazeuse qui permet d'identifier les molécules aromatiques présentes dans chaque aliment et la spectrométrie de masse qui elle permet d'identifier leur taille et leur concentration. Car toutes les molécules aromatiques ne sont pas détectables par le système olfactif humain. Tiens par exemple, dans un grain de café, il y a plus de 700 molécules aromatiques différentes, mais seulement quelques-unes sont détectées et sont donc responsables de l'arôme du café. Cette étape permet de dresser la carte d'identité aromatique de chaque aliment, ce qu'on appelle le profil de flaveur. Il suffit ensuite d'étudier les aliments qui ont un profil de flaveur similaire pour orienter ses recherches et se mettre sur la piste de la prochaine association inédite qui fera fureur dans les restaurants. C'est comme ça que le chef étoilé anglais Heston Blumenthal a découvert en 2007 une association inédite qui est l'une des premières applications connues du food pairing, le caviar et le chocolat blanc. Bon, je sais ce que vous vous dites, c'est quand même des associations de saveurs un petit peu chelou tout ça. Allez-y, dites-le. Et vous avez en partie raison, le food pairing c'est un outil, une bibliothèque, mais en aucun cas ça ne remplace le travail d'un cuisinier qui est de tester dans la vraie vie si deux aliments préparés d'une certaine façon fonctionnent ensemble. Et la proximité aromatique de deux aliments ne garantit pas à 100% que ça pourra faire un plat d'exception. Et si vous vous souvenez de ce que j'ai dit au début de cette vidéo... La cuisine, c'est l'art d'associer les goûts, les saveurs et les textures ensemble. La combinaison des textures est tout aussi importante que la combinaison des saveurs car elle participe à la formation des goûts en les exacerbant ou en les atténuant. Et oui, tiens par exemple, le concombre et le maquereau, ça fonctionne ensemble, le concombre et le chocolat noir, ça fonctionne ensemble, donc le maquereau et le chocolat noir, en théorie, ça marcherait ensemble. Sauf que le maquereau et le chocolat noir partagent tous les deux une texture grasse qui provient de leur teneur en lipides, et gras sur gras en cuisine, c'est pas terrible, ça sature les papilles gustatives et le cerveau a l'impression qu'il se passe un truc bizarre.
Je vais te finir tout à l'heure, toi. Tout ça pour dire que le food pairing n'est pas une solution miracle, il ne s'intéresse qu'à la partie principale de la cuisine, la combinaison des saveurs, et pas véritablement à la façon dont les saveurs évoluent avec tout le travail sur les textures. Bon, revenons à nos moutons. La recette du jour va mélanger de la framboise, de l'amande, de l'abricot et de l'estragon, 4 aliments qui ont un profil de flaveur complémentaire. La recette traditionnelle de l'arroz blanco en version salée comporte de l'ail. Évidemment, l'ail en sucré, ça marche pas du tout, c'est beaucoup trop piquant, beaucoup trop fort, donc on oublie. On commence par les abricots, on les coupe en 4, on les place dans un plat allant au four avec une cuillère à café de miel et on les fait rôtir 15 minutes à 180 degrés. Et pendant ce temps, on découpe délicatement quelques framboises en deux et on les réserve. Dans le bol d'un mixeur, on verse 20 g de mie de pain blanc sans la croûte, 50 g d'amandes mondées, on ajoute une demi-cuillère à soupe de sucre et quelques gouttes de vinaigre de framboise, pas beaucoup, car l'abricot et la framboise vont déjà apporter de l'acidité. Et on mixe jusqu'à obtenir une pâte. On ajoute une pointe d'extrait de vanille pour le goût, on allonge avec de l'eau glacée pour obtenir une soupe veloutée. On dresse en passant la soupe au chinois pour la rendre bien lisse, on dépose les abricots rôtis, les framboises crues, et on termine par quelques gouttes d'huile d'estragon. J'ai simplement mixé une poignée d'estragon avec de l'huile d'olive afin d'obtenir une huile très verte et concentrée en goût. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, bien évidemment, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à la commenter sur tous vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi toujours continuer à répondre au questionnaire que je vous avais soumis dans la dernière vidéo. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Je vais prendre quelques jours de vacances, on se retrouve à la rentrée. D'ici là, profitez-en, mangez bien, amusez-vous et n'oubliez pas qu'il faut manger pour vivre, mais qu'on vit aussi pour manger. Ciao!